Salut à tous les rouleurs, très heureux de vous retrouver pour l'émission Vélo de la First Team. Autour de moi, comme d'habitude, une équipe fin prête pour vous parler de Liège-Bastogne-Liège, d'Alaphilippe, de David Gaudu et malheureusement aussi à la fin de Thibaut Pinot. Polo, mais les mauvaises nouvelles, on les garde pour la fin. Comment vas-tu ? Ça va très bien, écoute Ravi, on a vécu un super week-end, une super semaine d'ailleurs aussi avec la victoire de Julien sur la Flèche. On s'est régalé, vous vous êtes régalé sur Twitch pendant la Flèche et nous devant Liège hier. Non, c'était magnifique. Ah, c'est vrai que c'était la première viewing party que je faisais avec toi, Robin, parce que tu en avais fait une avant avec Polo. Deux même, on a fait San Remo et Tour des Flandres. Avec Robin, voilà. Oui. Avec Robin, on a fait Milan-San Remo et Tour des Flandres et toi, c'était ta première. C'était ma première. Comment tu t'es senti ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Les repères, tout ça ? C'était très sympa. Non, mais vraiment, j'ai kiffé être sur Twitch, causer avec tous les rouleurs, etc. Après, moi, j'avais un petit décalage à la fin. Il s'est bien fait spoiler. En fait, je me suis fait spoiler toute la course. Mais ça va, ça a bien fini. Julien a gagné, donc je me suis dit que c'était plutôt pas grave, on va dire. Je l'ai vécu par procuration, mais les vivre via les rouleurs, c'était quand même très sympa. Donc le sommaire, les gars, aujourd'hui. Moi, tu me dis pas si ça va bien. J'ai passé trop de temps avec toi. Je pense que voilà, c'était compliqué. Non, ça va, très content. T'as passé mon week-end ? Ouais, et puis je me suis un peu réconcilié avec Liège-Bastogne-Liège qui me faisait chier depuis plusieurs années. Mais là, le nouveau parcours, honnêtement, avec cette arrivée à Liège et plus à Anse, ça fait 3 ans et 3 ans qu'on a des belles éditions. Donc je suis très heureux de pouvoir revoir un Liège-Bastogne-Liège enthousiasmant. Globalement, c'est vrai que les gars, on a vécu une saison de classique plutôt très très sympa. Ouais, et je pense que ça peut tenir peut-être à une chose. Peut-être qu'un jour on en parlera plus en détail, mais les coureurs qui aujourd'hui font les Flandriennes font pour beaucoup aussi les Ardennaises. Alors voilà, c'est toujours un peu bancal de diviser les classiques en deux comme ça, mais les coureurs qui sont sur les pavés, que ce soit Van Aert, on a eu Alaphilippe cette année, on avait Pidcock, on avait Van Sevenant par exemple aussi dans les coureurs un peu moins en vue. La plupart, ils étaient aussi sur les Ardennaises. Alors, pas toutes forcément, mais Van Aert était à l'Amstel. Alaphilippe était sur les 3. Pitcock a été prévu sur les 3. Il était forfait sur Liège. Van Sevenant était là. Van Der Poel pourrait aussi avoir le profil pour être des deux côtés. Il peut clairement faire aussi. Voilà, quand tu as des coureurs, en fait, on a souvent eu des coureurs très offensifs qui faisaient les classiques flandriennes. On avait des Van Avermaet, des Sagan, des Cancellara, des Bonnen qui partaient de loin, qui nous faisaient les numéros. Et sur les Ardennaises, des coureurs plus attentistes. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus mélangé depuis 2-3 ans. Et ça fait que du coup, on a plus ou moins le même spectacle sur les deux types d'épreuves. Et ça fait plaisir, puisqu'on a pendant longtemps eu des courses ennuyeuses, que ce soit sur Liège, sur l'Amstel. Bon, après, la Flèche, c'est un profil plus particulier. Ouais, mais c'est vrai, Paul, qu'on n'a pas eu de classique cette saison où véritablement on s'est ennuyé. Même Gand-Wevelgem a été incroyable. Milan-San Remo, il y a eu un final étonnant, mais incroyable aussi. Il y a eu beaucoup de courses incroyables. C'est peut-être la seule. Ouais, le Newsblad, mais bon, est-ce qu'on en attendait autant que les autres ? Non, je pense pas. Non, mais vous avez raison. Et puis, pour ajouter à ce que disait Robin, c'est peut-être aussi le profil des coureurs comme Van Aert, comme Pidcock, comme Van Der Poel, qui sont vraiment très estampillés cyclocross, avec ce côté à fond du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que tu sens quand même que ces 3 coureurs-là ont du mal à se contenir, à contenir leurs efforts, et du coup, ça profite grave au spectacle et sur ces différentes classiques. Donc, je pense que ça aussi, ça joue un peu. Mais en tout cas, on se régale, comme tu l'as dit. Ce qui est intéressant avec ces coureurs, c'est qu'ils sont capables de faire les Flandriennes. Ils sont tout autant capables, même s'ils n'y ont pas trop participé cette année, de performer sur les Ardennaises. Donc, ce sera hyper intéressant pour la suite. C'est des belles locomotives pour le spectacle, en tout cas. Et on notera notamment que là où on pensait que Van Aert, Van Der Poel et Alaphilippe seraient les 3 ogres de la saison des classiques, aucun des 3 n'a gagné un monument, 0 sur 3. Et ça aussi, ça prouve qu'il y a des surprises dans le vélo et que c'est toujours très sympa à suivre. Donc le sommaire, j'en parlais tout à l'heure, je le réévoque, on va donc faire un focus comme d'habitude de Liège-Bastogne-Liège en évoquant la victoire de Pogačar. Comment est-ce qu'il a gagné ? On va évoquer Gaudu, forcément. Ensuite, un débat à Alaphilippe, est-ce qu'il a réussi ou non sa saison des classiques ? On peut parler d'échec, oui ou non, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Et on terminera par des bonifs, Thibaut Pinot. Mais donc, on commence avec un focus Liège-Bastogne-Liège. C'est parti. La doyenne, le monument remporté par Tadej Pogačar, voilà, 22 ans seulement, et le coureur du Team UAE qui a gagné Polo. Devant, on va voir le top 10 s'afficher, devant Julien Alaphilippe, David Gaudu et Alejandro Valverde. Voilà, si on continue à parler d'âge, 41 ans et qui termine 4e. Lui, mais c'est dans l'autre sens. Michael Woods aussi, qui approche la quarantaine mais qui termine 5e. Voilà, il y a de tous les âges, de tous les profils aussi. Hirschi, 22 ans aussi, hein, comme Pogačar. Ah, exactement. Il monte en puissance, Hirschi.
Et qui, ouais, Non, mais au mauvais moment, mais il y a un embroglio un peu chelou en début de saison et qui depuis voilà commence tranquillement à monter en puissance et du coup ce sera intéressant de le retrouver. Je sais pas s'il est prévu sur le tour, mais s'il sera sur le tour, ce sera peut-être le même hiérarchie qu'on a eu la saison passée. mais donc c'est son équipier qui a gagné, c'est Tadej Pogacar qui est d'ailleurs le premier coureur depuis Hinault à doubler Tour de France et Liège-Bastogne-Liège. Et avant lui, il y avait eu Eddy Merckx et Kubler notamment. Donc voilà, ça classe un homme. Mais Tadej Pogacar, du coup, Polo, pour rester sur lui avant de développer la course de manière tactique avec une palette qu'on va voir tous ensemble. Tadej Pogacar est impressionnant. Est-ce que tu l'avais placé parmi les favoris, toi, Paul, de cette oui, évidemment, ça aurait été. Non, mais est-ce que c'était ton favori? C'était plus ça. Ça aurait été quand même chelou de ne pas le mettre en favori. C'était l'un de mes favoris. Après la Flèche Wallonne, clairement, mon favori redevenait Julien Alaphilippe. J'aurais peut-être pas dit la même chose si Julien n'avait pas emporté la Flèche. Mais Pogacar, évidemment. Et d'ailleurs, Julien peut remercier le protocole Covid un peu chelou qui a permis à Julien de faire la course et à Tadej Pogacar d'être. Parce que Tadej Pogacar dit qu'ils étaient des faux positifs. Ils avaient fait 2 tests derrière avec Archie aussi. Ils avaient refait 2 tests qui étaient négatifs. Donc ouais, c'était bizarre. Mais du coup, ce test positif les a empêchés le team UAE a empêché le team UAE de participer à la Flèche Wallonne. Et du coup, je pense que Julien Alaphilippe peut le remercier parce que ça aurait été un sacré client. Et là encore, on l'a vu, Pogacar, avec Michael Woods, je pense, c'était peut-être les plus forts dès que la route s'élevait sur ce Liège-Bastogne-Liège. Et pour le coup, même si je lui donnais même si c'est un bon sprinter, on sait qu'il a une belle pointe de vitesse, on l'a vu notamment sur le Tour de France l'an passé. C'était pas le plus rapide sur le papier. Pas cher de Sapo face à un Valverde, face à un Alaphilippe. Du coup, là, ouais, surpris de cette victoire, vraiment dégoûté pour Julien et pour David Gaudu, mais surtout très surpris. Même si au final, quand on regarde la course, je pense que c'était sûrement lui le plus fort. Donc en soi, ça, c'est mérité, et rien que pour ça, c'est mérité. On voit le résultat de sa campagne de classique, donc vainqueur sur Liège-Bastogne-Liège. Il n'a pas pris le départ de la Flèche Wallonne pour cause de Covid dans l'équipe UAE. Deuxième du Tour du Pays Basque derrière Roglic, premier du Tirreno, alors qu'il avait commencé relativement, je dis bien relativement parce qu'un top 10 sur l'Estrade Bianche, c'est quand même très fort. Robin, quelle a été selon toi l'importance qu'il soit forfait sur la Flèche Wallonne par rapport à son titre sur Liège? Est-ce que ça a un rapport ou pas du tout? Moi, je pense pas. Alors, en tout cas, physiquement, je pense pas. Surtout que mercredi, comme il n'a pas pu faire la Flèche, il allait faire une énorme sortie de reconnaissance sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. Donc, c'est pas comme s'il avait eu une journée de repos pendant que les autres ont fait une course. Et d'ailleurs, tout le monde a fait beaucoup de kilomètres mercredi. Même un Warren Barguil, après la Flèche, est allé rajouter 50-60 kilomètres d'entraînement. Donc, honnêtement, je pense qu'il a eu une journée similaire à celle des autres coureurs qui ont doublé Flèche et Liège. Par contre, mentalement, il avait sûrement un petit surplus de motivation dans ce final de Liège-Bastogne-Liège. Il savait qu'il avait loupé une opportunité à la Flèche, il se savait très fort. Il aurait bien évidemment été un des 2-3 gros favoris avec Roglic et Alaphilippe pour la Flèche. Donc il l'avait sûrement un peu mauvaise d'avoir loupé cette course, surtout que lui n'était pas positif au Covid et que Ulissi et Gianetti, qui étaient les deux positifs, comme a dit Polo, étaient soi-disant en tout cas des faux positifs puisqu'ils sont revenus ensuite négatifs. Donc je pense que Pogacar, il avait un peu mauvaise. Et mentalement, ça a pu jouer. Après, physiquement, je pense que Flèche Wallonne ou pas Flèche Wallonne, ça n'a rien changé pour lui. Et on voit encore une fois qu'en plus d'être un phénomène sur les courses par étapes, ça l'est aussi sur les classiques, ce qui n'est pas toujours une évidence, puisqu'il avait déjà été très fort l'année dernière sur Liège. Il avait été présent aussi sur les championnats du monde, en travaillant notamment pour Roglic. Là, on le voit encore une fois sur Liège et il claque son premier monument. Donc voilà, à 22 ans, un monument et un Tour de France, c'est déjà pas mal. Et tu te rends compte qu'on n'est pas face à une étoile filante qui vient, qui claque tout sur une saison et qui repart derrière. Non, on voit que Pogacar, il est toujours aussi fort que l'année dernière. Il casse des codes, en fait. Il casse des codes. Comment, à un si jeune âge, tu peux déjà avoir cette maturité-là, de faire un podium sur la Vuelta, de remporter le Tour de France l'année d'après, remporter Liège-Bastogne-Liège, qui est peut-être l'une des plus dures classiques à remporter. Tu vois, je regarde le palmarès des derniers Liège-Bastogne-Liège. Tu as du Roglic, Fuglsang, Jungels, Valverde, Pouls, Valverde encore, Simon Gerrans, Martin, Maxime Glinski, c'est pas des jeunes, quoi. Et même si Dan Martin n'était pas vieux en 2013, c'est quand même une course où tu as besoin d'expérience pour gagner. Et même s'il en a énormément pris l'an passé où il est dans le groupe qui joue la victoire,
C'est quand même un step de la gagne, notamment face à certains des coureurs qui étaient là l'an passé. Donc il casse les codes, il enfonce des portes, il les enfonce très vite et très fort, quoi. Il y a déjà la première image qu'on va voir sur le décryptable de Liège-Bastogne-Liège montre une des grands attributs, une des grandes forces qu'il a, Tadej Pogačar, c'est que à 65 km de l'arrivée, donc c'est-à-dire environ 15 km, 20 km avant que la course s'échauffe un peu. Et à 65 km de l'arrivée, Robin, on a un Tadej Pogačar qui va crever. Mais dans son attitude, on sent tout de suite un certain calme. Et voilà, il sait que ce n'est pas grave. Là où d'autres, potentiellement, à 22 ans, à 65 km de l'arrivée d'une doyenne, peuvent s'exciter. Lui, c'est pas du tout le cas, quoi. Non, je pense que on l'a vu assez serein. Il a de la chance que ça arrive à ce moment-là, quand même. Parce que si ça arrive 20 km plus tard ou 30, quand c'est dans la bagarre, bon bah là, ta course elle est finie. On l'a vu avec Roglic à l'Amstel. C'est juste un coup de malchance. Donc voilà, dans son malheur, il a la chance que ça arrive là. Un peu comme la dernière fois au Tour des Flandres où il y avait eu des chutes, notamment Asgreen avait été gêné à un moment. Philippe aussi, ouais. Voilà, mais heureusement, ça arrive à un moment qui n'est pas encore trop critique dans la course. Donc je pense que ça aide aussi à relativiser et à pas se mettre une pression démesurée. Ensuite, il a été dépanné très vite et il est reparti. Il était quasiment déjà dans les voitures. Donc tu te rends compte rapidement que bon, c'est bon, il n'y a pas le feu au lac et que tu vas pouvoir rentrer. C'est pas comme s'il s'était retrouvé dans la campagne tout seul à prendre le vent, surtout que personne ne l'a attendu chez UAE. Alors peut-être que personne ne l'a attendu parce qu'on a vu que c'était pas dramatique. Mais voilà, il a fait le job. Ce qui est sûr, c'est que ça aurait pu lui faire perdre de l'énergie. Ça, c'est certain. En fait, il n'y avait pas de raison de paniquer, mais c'est pas pour autant qu'il n'aurait pas pu le faire. Il aurait clairement pu se mettre tout seul dedans. Comme on l'a dit, il est jeune, il a 22 ans. Il a disputé un Liège-Bastogne-Liège où certes, il était dans le groupe pour la gagne, mais là, il arrive avec un statut. L'année dernière, c'était pas forcément le cas. On ne l'attendait pas forcément sur une classique de 260 km. Donc, ouais, il aurait pu stresser, il l'a pas fait. Et moi, c'est surtout la suite de sa course qui m'a impressionné, où en fait, il a pris ses responsabilités très souvent, à 2-3 reprises, alors que c'était pas forcément à lui de faire le job. Et il s'est montré, il a assumé que voilà, il était Tadej Pogačar, vainqueur du Tour de France et qu'il voulait gagner Liège. C'est ça qui m'a le plus impressionné dans sa course. Ouais, d'ailleurs, on va le voir à 35 km de l'arrivée, Paul, dans la Redoute. Il y a une accélération assez spectaculaire des Ineos. Il faut en parler des Ineos d'ailleurs. Et Tadej Pogačar qui lui, très clairement, est parfaitement placé, concentré, quoi. Mais c'est ça, Tadej Pogačar, contrairement à d'autres favoris, contrairement à des Valverde et des Alaphilippe, qui notamment pendant la Côte de la Redoute étaient quand même un deuxième échelon de la course, qui laissaient bosser leurs coéquipiers, notamment Maury Van Sevenant, qui a fait un travail énorme pour Alaphilippe, pour se poser dans tous les coups derrière les accélérations, que ce soit dans la Côte des Forges ou là dans la Côte de la Redoute. Mais par contre, comme l'a très bien dit Robin, Pogačar, dès que ça vissait, j'adore cette expression, j'essaie de la placer au moins une fois par émission, dès que ça visse, Pogačar, il est toujours dans les bons coups, il voulait pas se faire pied. Et ça aurait pu jouer contre lui. Là, ce qui est fort, c'est que Pogačar est monstrueux, il était vraiment au-dessus de tous ses adversaires, on l'a vu jusqu'au sprint, mais ça, par exemple, stratégiquement, si tu n'es pas aussi fort que l'un Tadej Pogačar, tu peux perdre des plumes. Ce que n'ont pas fait des Alaphilippe et des Valverde, qui ont plus cette expérience de la course et des grandes courses. Là, ce Pogačar, ça aurait pu le mettre en difficulté. Mais Valverde et Alaphilippe auraient aussi pu perdre la course dans la Redoute ou dans la Côte des Forges, parce que ça a pété 2 fois. Et des 2 fois, honnêtement, je suis pas confiant pour Alaphilippe. On le voit sur ces images-là. On le voit sur ces images-là, Robin, que Pogačar est dans le premier groupe, donc avec notamment les 4 Ineos qui ont vissé, voilà pour Prolo. Et on voit le deuxième groupe qui est au niveau du sommet du col de la Redoute. Et ce deuxième groupe, il y a quand même un certain gap qui va être difficile. Il y a un petit gap. Mais la différence, c'est qu'Alaphilippe a Van Sevenant devant. Oui, mais c'est quand même pas. Je pense que c'était la stratégie de course. Là, je pense que jusqu'à la Tu crois qu'il fait exprès de se faire lâcher dans la Redoute? Je pense pas. Je pense qu'il était mal placé. Je pense qu'il le fait pas exprès. Et je pense que son objectif n'était pas d'être avec Pogačar et les Ineos à ce moment-là. À mon avis, pour moi, tu dois y être. Que tu sois Valverde, Alaphilippe, Roglic. Et d'ailleurs, les autres y étaient. Quand la première fois qu'Alaphilippe est piégé dans la Redoute, il est un des seuls favoris piégés. À partir du moment où tu as les jambes. Et il les avait, les jambes. Moi, je pensais que. Tous les autres partent devant, tu restes derrière. À ce moment-là, moi, je me dis, Alaphilippe, il n'a pas les jambes. Tu vois, il y a Maury Van Sevenant qui est dans tous les bons coups, etc. Et j'ai une erreur, je sais pas, puisqu'au final, il joue la gagne à Alaphilippe 30 km plus loin. Il a chaud. Il s'en sort bien que ça rentre. Peut-être qu'il n'aurait pas pu la faire s'il avait déjà commencé la bagarre là, contrairement à Pogačar qui, lui, était vraiment très fort. Tu vois. On ne parle pas de faire la bagarre, juste d'être bien placé quand tu es dans les 3 dernières bosses. Regarde les Ineos, comment ils ont tous sauté après, etc. C'était peut-être un peu tôt pour faire la bagarre, sauf si tu t'appelles. À mon avis, les Ineos, c'était juste pas assez fort pour faire péter tout le monde. Mais ils ont fait un boulot monstrueux. Et Pogačar est le seul des favoris
qui, à la fois dans la côte de la Redoute et dans la côte des Forges, où à chaque fois ça a pété, il était les 2 fois dans le bon coup. Il était là. Et pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Et le grand Alaphilippe, quand il est très en forme, quand il y a des coups comme ça, il est devant aussi. Quand ça pète sur le Tour des Flandres, Alaphilippe, il est dans les cassures de devant, il n'est pas dans les cassures de derrière. Et tu dois être là parce que tu sais pas si ça va rentrer. C'est un coup de poker monstrueux de te dire non, je reste au chaud dans le deuxième groupe en espérant que ça rentre. Ça dépend de tellement de facteurs qui sont hors de tes mains. Ça dépend de quelles équipes vont vouloir rouler parce qu'Alaphilippe, il rentre pas que grâce à Quick-Step. Hein. Il y a les Astana qui ont passé des gros relais et qui l'ont fait rentrer. Si les Astana ils mettent pas ces Ça roulait relais-là, pas devant. aussi, mais si les Astana ils mettent pas ces relais-là, je suis pas sûr qu'Alaphilippe il rentre un jour. Donc Non, honnêtement, tu as mis le doigt sur un truc qui est intéressant, c'est la forme de Julien Philippe. On l'avait déjà vu un peu à l'Amstel. Là, il place pas une attaque hier. Il est que dans la réaction. Derrière Woods, là pareil, quand il se fait lâcher, il est toujours dans une réaction un peu à contre-temps. Après, ensuite, on le verra avec tes palettes, mais derrière Woods, c'est pas dire qu'il a contre-temps, mais il ne déclenche aucune attaque, il suit. Et voilà, peut-être que c'est aussi l'explication d'un Julien qui est, mais c'est pas grave, hein, mais qu'un Julien qui est un peu moins fort que notamment l'an passé. et en tout cas, Pogacar sur ces moments-là, pour moi, montre qu'il est à la fois le plus lucide parce qu'il fait aucune erreur stratégique, tactique, et qu'il a les jambes pour assumer cette stratégie. Mais on le sent aussi que, en tout cas, il veut être actif de la course et il ne veut pas forcément laisser Hirschi ou même Formolo qui fera un travail après, mais faire le travail pour lui. On va le voir notamment 23 km plus tard dans la Côte des Forges où Tao Gegenhardt s'en va avec Jonas Vingegaard et c'est lui, Pogacar, qui va faire ce trou, Robin. Ouais, honnêtement, Il en a fait beaucoup, hein. il a fait beaucoup Il d'efforts. fait beaucoup d'efforts. Mais pour moi, il faut bien que quelqu'un le fasse cet effort-là. Ah ouais. Parce que si personne ne le fait, t'imagines Vingegaard avec Roglic derrière, qui du coup Roglic va pas rouler. Geo Gegenhardt, imagine qu'il parte. Bon, il était plus dans un rôle d'équipier, mais derrière t'as 3 Ineos qui roulent pas. Et qui va faire l'effort après? Alors ok, chez UAE, t'avais un petit surnombre qui aurait permis peut-être que certains se sacrifient pour d'autres. Mais Alaphilippe, il avait un équipier. Valverde, il avait plus grand monde. Il y aurait eu tout de suite un coup qui serait parti. Oui, Et- il y avait Barrett Victorious qui avait Jack Egg et Matej Voilà. Mohoric et encore Matej Mais Mohoric bon. était à un échelon au deuxième Exactement. échelon, Et il puis était est-ce pas que- loin. Il était Est-ce pas que loin. c'est Jack Egg qui va tout seul te faire revenir sur un coup qui part? Je suis pas sûr. Honnêtement, Pogacar, pour moi, il a été très vigilant. Et il fallait qu'il fasse ces efforts-là. T'es dans les 20 derniers kilomètres, 23 km de Liège-Bastogne-Liège. Tu peux pas laisser partir 2 gars alors qu'il reste 2 côtes. Mais il a très bien couru parce que nous, peut-être qu'on pouvait se poser la question de ses forces. Lui, visiblement, ses forces, il était très confiant là-dessus. Et du coup, il a fait la course. Et comme tu dis, ça, on est d'accord. Il en remet une d'ailleurs. Il a assumé. derrière. Il a les assumé. teste. Ouais, c'était une petite, c'était une attaque. Oui, il les teste, c'est une pour ça. petite J'ai pas attaque. mis attaque, j'ai mis C'est test. une attaquinette. Et pour le coup, là où je te rejoins, Robin, c'est qu'il a assumé le poids de la course, comme d'autres ne l'ont pas fait, et comme d'autres ne pouvaient peut-être pas le faire, et comme d'autres ne l'ont pas fait. Moi, je suis d'accord, Alaphilippe, notamment Valverde, s'en tire vraiment très bien dans ces circonstances de course. Mais Pogacar, par contre, comme je le disais au début, cette victoire, il la mérite tellement parce qu'il a couru comme le patron, comme le réel favori de ce Liège-Bastogne. J'ai encore une fois dans la côte des Forges et après pareil dans la côte dans la côte de la Roche, du Roche Ouais. au Faucon, de la Roche au Faucon. Pareil, il a fait la même chose. Donc non, il y a rien à dire. Et- Non, t'as les jambes et que tu gagnes. Qu'est-ce que tu veux? Ta tactique, elle est parfaite, pardon. Ouais, mais par contre, Tao Gegenhardt attaque avec Vingegaard, il y va. Par contre, quand Richard Carapaz attaque lui à 21 km de l'arrivée, Robin, il n'y va pas. Alors pourquoi il n'y va pas? Est-ce que tu te dis à ce moment-là que tous ces coureurs qui n'y vont pas font une erreur en laissant partir Carapaz? Oui, moi je pense qu'ils font une erreur, mais finalement ils s'en sortent bien encore une fois. Carapaz n'arrive pas à creuser un écart monstrueux et il se fait reprendre dans le début de la Roche au Faucon. Ce qui veut dire pour moi malgré tout que Carapaz n'était pas aérien parce qu'il n'a même pas tenu la Roche au Faucon alors que quand même c'est un grimpeur de qualité. Ouais, je pense que les autres l'ont vu ça. Enfin, Voilà. tu vois, enfin l'ont vu, je sais pas. Ou Je le pense qu'ils savaient, se rendaient mais- compte Pourtant, il sort- que je trouve que Carapaz quand ne il creusait sort, pas. Quand il sort, sa sortie est Il impressionnante. sort bien, ouais, Mais j'ai mais presque après l'impression qu'il en a presque il trop creuse mis pas énorme. sur du plat où derrière il y avait un gros groupe. Mais il est Et obligé en de le plus, faire. surtout, Formolo a roulé. Et peut-être que Pogacar s'est dit j'ai un équipier qui revient, c'est pour ça que je laisse partir Carapaz. Bien sûr. Oui, et même Pogacar a mis des relais, je crois qu'on l'a sur une image suivante. Pogacar était quand même pas super serein à l'idée de voir un coureur, en plus un coureur d'Ineos, partir devant, parce que laisser un Ineos partir, ça veut dire que les Ineos vont plus donner un coup de pédale. Il y avait quand même Kwiatkowski, bon, Gegenhardt avait déjà fait son boulot, mais il restait Kwiatkowski et Yates. Yates, ouais. Est-ce que tu as envie d'emmener les deux dans un fauteuil et qu'au moment où tu reprends Carapaz, il te place un contre? C'est quand même pas souhaitable. Mais Pogacar, je pense qu'il y a un truc à jouer, c'est que Carapaz sort tout seul à ce moment-là. Et honnêtement, s'il y a un ou Bien deux sûr. gars qui vont avec lui, c'est pas la même C'est pas histoire. la même chose. Ça, on est Et d'accord. c'est pour ça qu'il s'est, je pense, plus méfié du coup avec Vingegaard et Georg Gegenhardt où ils étaient deux.
et 2 d'équipes fortes, c'est-à-dire de Jumbo-Visma et d'Ineos, que de Carapace tout seul. Parce que Carapace tout seul, c'était quand même bien plus audacieux et ça avait quand même moins de chances d'aboutir. Avec en plus une difficulté qui restait, qu'on savait que c'était la difficulté attendue et où Pogacar avait prévu quelque chose. Donc il savait, entre guillemets, que s'il abordait la roche au faucon avec 10-15 secondes de retard sur Carapace, c'était pas dramatique puisqu'il attaquerait et qu'il reprendrait ce temps-là. Mais ensuite, il a très bien fait bosser, on a vu sur l'image juste avant, Davide Formolo, qui fait un boulot, voilà cette image, qui fait un boulot formidable pour placer Pogacar dans les meilleures conditions, qui fait en fait un tri monstrueux. Et dans la route Formolo, il reste déjà plus grand monde. Ah, Et on voit que ça souffre Et derrière. ensuite, voilà, le bon coup part et Pogacar, il est dans un fauteuil. Il est super fort et il se contente d'accompagner. Je pense qu'en fait, il avait tellement confiance en lui qu'il s'est dit, j'ai pas besoin de mettre une attaque. Moi, je sais que je suis fort, je vais vite, je suis plus frais que tout le monde parce qu'un sprint après 260 bornes, ça se joue à la fraîcheur. Et il avait confiance dans le fait qu'il allait les aligner. Par contre, quand Michael Woods sort, Paul, là, il y va aussi. Moi, j'ai été impressionné par Michael Woods. Enfin, c'est dans la lignée du coureur qu'il est, de ce début de saison qui est quand même intéressant pour le Canadien. On sait qu'il aime ses difficultés, mais là, mettre les attaques qu'il a mises, il fait vraiment sauter tout le monde. Il le fait là dans la première partie de la Roche au Faucon. Il fait la même chose dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, il a 2 doigts de lâcher tout le monde. Il n'y a que Julien Philippe qui arrive à réagir. J'ai trouvé Michael Woods vraiment impressionnant. Et puis là, à ce moment-là, Joseph, c'est la course qui joue. Là, pour le coup, il n'y a plus trop de tactique à faire. C'est suivre au maximum les attaques et de se retrouver dans le bon groupe après pour les 10 derniers kilomètres pour aller jusqu'à l'arrivée à Liège. Donc voilà. Et les là, 5 l'ont pas joué trop stratégique. Ils ont non, là, roulé à partir de ce ensemble. moment-là, à partir de ce moment-là, tu peux plus trop la jouer stratégique, quoi. À part après Alejandro Valverde qui a eu du mal à prendre quelques Il aurait pu relais. y en avoir un qui fait la descente ou placer une attaque quand t'es un Godu, voire même un Pogacar, parce qu'on y a pensé, nous, en se disant, voilà, les moins bons sprinters du groupe sur le papier, il faut peut-être qu'ils tentent un truc, parce que quand t'as Alaphilippe et Valverde dans le groupe, c'est quand même compliqué d'aller gagner au sprint. Mais non, ils n'ont pas tenté, et tout le monde a roulé sagement jusqu'à la flamme rouge. Et tu vois, on parlait de stratégie. À partir du moment où on passe la côte de la roche, de la roche au Faucon, je vais pas y arriver. Alaphilippe saute sur tout. Tu vois, Woods a tenté d'en placer une aussi sur le plat, etc. C'est vrai. Alaphilippe a pris ses relais et sautait sur tout. Là, Alaphilippe a switché de mode. Il s'est dit, le mode, maintenant, je laisse plus partir personne, je laisse pas passer ma chance de gagner. Parce que là, tu savais que si tu laisses C'est partir ça. quelqu'un, derrière les 4 se regardent. Et en fait, Ça. il faut être dans une réaction immédiate, parce que si tu laisses un trou de 5 mètres, c'est la victoire. qui s'échappe. Les cinq ont roulé parce que derrière, les gars étaient pas loin et t'avais des sacrés clients derrière. Donc des mecs avec des belles pointes de vitesse. Marc Hirschi, notamment, qui va mourir au pied du podium, qui va mourir derrière ce groupe de 5. Lui aurait été chiant au sprint à prendre. Donc il fallait aussi rouler. Et là, je trouve que voilà, c'est des grands champions qui savent comment gérer une fin de D'ailleurs, course. tu l'as noté, Hirschi a failli être la cause du retour du deuxième groupe sur le premier. C'est ça, Hirschi poussait. Bon, après, ils étaient quand même loin. Ils sont quand même beaucoup regardés dans le dernier kilomètre. Un peu à l'image de ce qui s'était passé sur l'Amstel. Il n'y avait pas trop de risques. Mais c'est vrai qu'Hirschi, derrière, a poussé pour que le groupe revienne. Et il a failli revenir sur Tadej Pogacar, Mais bon, ça a pas été qui a le cas. remporté le titre. Donc voilà, mais non, mais ces 5-là, de toute façon, font partie vraiment des 5 meilleurs coureurs du monde. Voilà. Ils l'ont géré de manière parfaite, cette fin de course. Et on voit du coup le sprint final qui va être la dernière partie qu'on va décortiquer. Ils sont 5 hommes. Du coup, on a Alejandro Valverde, on a Michael Woods, David Gaudu, Julien Lafilippe et Tadej Pogacar. Les gars, faites-moi rêver. Est-ce que là, vous vous disiez vraiment que Tadej Pogacar était le favori Non. pour gagner? Pour moi, dans cette position, je me disais, c'est Woods ou Alaphilippe. Soit Woods est très fort et Alaphilippe le remontera pas, soit Alaphilippe est au niveau et il le déborde et c'est fini. Tu vois, ils sont à Woods, 300 mètres de la ligne. Woods, j'y croyais pas parce que j'ai toujours ce souvenir du sprint à Innsbruck face à Valverde et Bardet où il fait 3. Du coup, j'y croyais pas trop de manière intrinsèque, mais là, c'est quand même c'est pareil, un autre type de course, une autre bataille. Pareil, c'était encore 260 bornes. Non, moi, je voyais Alaphilippe parfaitement bien placé. Le début du sprint me donne raison. Il prend l'aspiration des coureurs qui sont devant lui. Ils se sont battus pour être Alaphilippe et Pogacar et même Gaudu se sont battus pour être derrière. Ça va le faire. Moi, à ce moment-là, j'imagine pas une seule seconde que Pogacar a réussi à le sauter. Et à partir du moment où Pogacar réussit à le sauter, là, je me suis dit, peut-être qu'Alaphilippe a déboîté trop tôt. Il aurait pu déboîter un peu plus tard. Peut-être que Pogacar n'aurait pas eu le temps, parce que Pogacar a pris l'aspiration vraiment au maximum. Il est resté le
plus longtemps possible dans la roue d'Alaphilippe. Je pense qu'à partir de ce À moment-là, 50 mètres, il est encore devant. c'est ça. Et moi, je me dis qu'il déboîte juste un peu plus tard, mais ça, vitesse réelle dans un sprint, c'est impossible de voir ça. Mais tu déboîtes, je sais pas, 20 mètres, 30 mètres plus tard, je pense que Alaphilippe il remporte la course. Même si Pogacar revenait plus fort et avait une meilleure pointe de vitesse sur la fin. Non, mais en tout cas, Pogacar, lui, ce qui est impressionnant, sa forme physique est impressionnante, sa capacité à sprinter aussi, mais ce placement-là, Robin, d'ailleurs, c'est rigolo parce que ce qui va être le résultat final, c'est quasiment l'inverse de ce placement-là. C'est-à-dire que Pogacar va finir premier, C'est l'inverse, ouais. Alaphilippe va finir deuxième, Gaudu va finir troisième. On a juste Valverde qui va rester devant Woods. Et d'ailleurs, Paul, du coup, ça te donne raison aussi. Woods n'a pas la pointe de vitesse d'Alejandro Valverde par rapport à Innsbruck. Mais on voit un placement de Tadej Pogacar. Il analyse le vent de face, il analyse qui est le meilleur sprinter, c'est-à-dire Julien Alaphilippe. Il a dit, il voulait prendre la roue. C'est impressionnant, quoi. Il voulait prendre la roue de Julien Alaphilippe. Après, ça, fallait pas être devin pour le savoir. Non, mais il fallait avoir les jambes ensuite pour à la fois déjà réussir le coup tactique au dernier virage. Parce qu'Alaphilippe, il fait l'écart, il s'écarte le maximum, il veut laisser passer tout le monde. Mais Pogacar, il fait quand même l'effort de rester derrière Alaphilippe, ce qui est honnêtement pas évident. Parce qu'Alaphilippe, il fait vraiment tout ce qu'il peut pour être en queue de groupe. Puis même en face, avec leur expérience, Valverde se fait avoir comme un gamin de 20 ans, honnêtement. Mais Pogacar, le mec de 22 ans, c'est celui qui récupère la meilleure place avant d'aborder ce sprint. C'est quand même fou. Et Woods est le deuxième plus vieux et il est deuxième. Il est très vieux. Okay. Le deuxième très vieux aussi. Et donc, ouais, honnêtement, Pogacar, il a la lucidité de se dire, après 6h30, 7h de vélo, il faut que je sois dans la roue d'Alaphilippe. Ok. Après, il faut avoir les jambes parce qu'être dans la roue. Je peux mettre dans la roue d'Alaphilippe. Je peux mettre dans la roue d'Alaphilippe à 500 mètres. je gagne pas Liège. Et lui, voilà, derrière, il a réussi à claquer le sprint parfait. Et honnêtement, je me disais que sur la fraîcheur, il pouvait les taper, mais je me disais, Alaphilippe quand même, il n'était pas rassurant dans la Redoute et dans la Côte de Forge, mais il a fait le job dans la Roche au Faucon. Pogacar, il a passé des relais tout à l'heure, il a laissé un peu d'énergie. Ça doit le faire. Mais non, Pogacar était trop fort. C'est exactement l'image de la course de Pogacar. À chaque fois, moi, je me suis demandé s'il n'en faisait pas trop à un tel moment, etc. Mais en fait, voilà, il avait tout simplement les jambes et confiance en lui. Et ça s'est très bien vu sur ce sprint qu'il a géré de main de maître, de par l'aspect tactique et de l'aspect sprint pur où il allait plus vite que tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'était le plus fort. Aujourd'hui, c'était le plus fort. Il n'y a rien à dire. Alaphilippe l'a reconnu. Hein. Ah oui, exactement. Mais c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles peut-être il l'a un peu mieux digéré, mais ça on en parlera dans le débat tout à l'heure d'Alaphilippe. Oui. Si moi j'ai l'aide, je pense que la fille bien l'aide. C'est sûr. Podium du coup pour David Gaudu, incroyable, qui termine troisième. Fabuleux. Les gars, parlons-en parce que c'est quand même le résultat qui nous a fait parfaitement kiffer. Il dit voilà, lui il reviendra pour jouer la gagne, mais Paul, on peut le dire, bravo à David Gaudu, il a la caisse, c'est impressionnant quoi. Encore une fois, c'est impressionnant, je sais pas, mais c'est dans la lignée de ce qu'il fait, dans une espèce de montée en puissance globale, voilà, montée en puissance globale depuis 1-2 ans sur différents parcours, de sa Vuelta l'année dernière, de son début de saison où il gagne la Fonardèche classique devant Champoussin, jusqu'au Tour du Pays Basque, alors qu'il se blesse à Paris-Nice. Et à Paris-Nice, j'ai l'impression qu'il avait des jambes de feu parce qu'il chute avec Théo Geoghegan-Hart. Dans cette fin de course, il arrive quand même à se bagarrer avec les meilleurs avant d'abandonner, enfin de morfler et d'abandonner. Il fait sixième à l'arrivée au sommet, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et pour le coup, oula, chute à l'arrière du peloton. Et pour le coup, Tour du Pays Basque, il va chercher sa première grande victoire à la pédale face à un Roglic. On peut dire ouais, mais Roglic, il n'a pas le laisser. Je pense que si il avait dû se battre avec Roglic dans cette dernière montée, il l'aurait battu. Et là, voilà, ça lui donne un surplus de confiance pour les Ardennaises. Il fait une très belle flèche wallonne, peut-être un peu léger en termes de punch pour rivaliser avec les meilleurs. Et puis là, sur une course comme ça, impressionnant. Il peut pas faire mieux. Honnêtement, il peut pas faire mieux que 3. Donc, et là, au sprint, il m'a surpris. Il finit devant un Valverde, il finit devant Woods. Il n'est pas ridicule, au sprint. Il n'est pas ridicule au sprint. Honnêtement, pour un grimpeur, c'est quelque chose que j'ai découvert. Parce que on l'a vu battre Clément Champoussin, mais du coup, on manquait un peu de référence en plus de ça. Là, pour le coup, pour un grimpeur, de son profil, j'ai trouvé vraiment solide sur ce sprint. Rassurant pour la suite, et en tout cas lui a confiance, il dit qu'il reviendra pour jouer la gagne un jour. Il a déjà joué la gagne, honnêtement. T'es dans le groupe de 5 là qui va se taper le sprint. Oui, voilà. Après, il y a la déclaration un peu plus complète où il dit voilà, il savait que la course allait jouer dans la Roche au Faucon, c'est passé tout juste au sommet, et après le groupe s'est bien étendu jusqu'à l'arrivée. Je pensais que j'étais le moins rapide au sprint, mais au final, j'arrive à faire 3e, donc je suis très heureux. Il y a aussi cet aspect, les gars, où vous manquez de référence.
mais lui aussi, la preuve, il se découvre aussi lentement, ouais, mais mais sûrement, tout le monde- il est très jeune. Tout le monde le disait, moi j'ai regardé sur France Télé, après j'ai regardé le replay sur Eurosport, les gens disaient mais pourquoi David attaque pas à 2 km comme l'a fait Woods et tout, et même, il est à 2 doigts d'essayer même à un À la moment. flamme, À la flamme. Il essaie, mais il manquait un peu de jus pour surprendre les adversaires. Et du coup, il est allé au sprint. Mais je pense que, tu vois, même si tu tentes ce genre de mouvement, c'est que tu n'as pas non plus 100% confiance en tes chances au sprint. Mais encore une fois, je pense qu'à l'image de nous, il a dû se surprendre sur ce sprint-là. Et quand ça tu peut vois peut-être avec donner qui il est des quand idées même. pour la suite. Voilà. Tu vois avec qui il est. Moi, quand ils sont sortis à 5, je dis attends, c'est Godu qui est avec eux là. Ouais. Parce que Woods, c'est une course qu'il connaît par cœur où il a déjà fait podium. Les 3 autres, bon, pas besoin de les présenter. Et tu dis voilà, il y a Godu qui est avec eux quoi. Donc non, honnêtement, c'est une énorme performance. Et comme a dit Polo, c'est dans la lignée d'une saison qui, pour l'instant, au-delà d'un Paris-Nice où il a été malchanceux, parce que c'est juste ça, sa saison, c'est une saison de champion. Ouais. Est impressionnante. Un dernier mot de Primoz Roglic, les gars, qui était l'un des grands favoris. Et il y a une image que j'ai choisie, qui résume assez bien malheureusement sa course à 13 km de l'arrivée, quand le bon coup part. Primoz Roglic, lui, Bien marqué. est plutôt bien marqué à la culotte par 2 UAE. Je crois que c'est Brandon McNulty et Davide Formolo. À gauche, non, à droite, c'est pas McNulty. Je sais plus qui c'est. Hirschi Mais, peut-être. C'est Hirschi, hein. Je pense ouais, que c'est là, au Hirschi. niveau de la course, c'est Hirschi et Formolo, ouais. Non mais voilà, il n'a pas pu faire grand chose à ce moment-là, il n'a pas pris les bonnes roues et on sentait peut-être un Primoz Roglic qui était fatigué. Et il s'est fait piéger comme à la Philippe à la Redoute. Il s'est pas fait piéger ensuite dans la Côte des Forges, mais pour moi, les gars qui se sont fait piéger à la Redoute, ça montrait déjà qu'il y avait un petit truc qui allait pas. Alors à la Philippe et Valverde ont réussi à se remettre à l'endroit, mais les mecs vraiment forts, les Godu, Pogacar, ils étaient déjà là dans la Redoute. Hein. Ouais, il était en fin de course sans doute à Primoz Roglic sur ces classiques qui ont été J'allais très dire un exigeant vite fait, pour lui. Roglic boucle une première partie de saison monstrueuse en termes de jours de course. Mais bon, ça marche pas trop puisque Pogacar a à peu près le même programme. Et lui, pour le coup, a gagné dès le premier jour à l'UAE Tour et le dernier jour à Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà. Mais Roglic, semblait un peu marqué, notamment après sa flèche wallonne où il a été vraiment lui aussi impressionnant cette semaine. Voilà, on en a terminé avec ce focus de Liège-Bastogne-Liège. On va passer tout de suite au débat. C'est parti. Le débat aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur Julien Alaphilippe. A-t-il vraiment réussi son printemps ? On a commencé à en parler, à évoquer tactiquement cette course de Liège-Bastogne-Liège, mais on va voir son bilan global avec un tableau récapitulatif de ses résultats classiques. Donc 2e de Liège. Il a gagné la Flèche Wallonne, 6e de l'Amstel, 42e du Tour des Flandres remporté par son équipier Casper Asgreen, 16e de Milan-San Remo et il avait perdu les Strade Bianche derrière Van Der Poel. Oui, voilà. Tout à fait. J'ai eu un petit bug. Derrière Van Der Poel. Donc la question, Alaphilippe a-t-il vraiment réussi son printemps, Paul ? Ouais, il l'a réussi et ce qui est intéressant en fait, voilà pourquoi il l'a réussi. Quand tu le vois dans ce tableau-là, c'est que sur toutes les courses, il est acteur. Sur toutes les courses, il est acteur, ça fait partie des raisons pour lesquelles il a réussi. Il gagne aussi, il gagne la Flèche, il gagne à Tirreno. Et puis, il a aussi face à lui des coureurs peut-être qu'il n'a jamais eu dans des profils qui n'existaient pas. Moi, je pense à Mathieu Van Der Poel sur les Strade Bianche. Quelle personne dans l'histoire du cyclisme aura pu battre Mathieu Van Der Poel sur cette course ? J'ai jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant c'est quelque chose d'aussi impressionnant de ma vie sur une accélération aussi impressionnante que ça. Il doit aussi faire face à Wout van Aert, notamment sur Milan-San Remo, qui lui a tenu la roue quand il a attaqué. Mais aussi, d'un autre côté, je pense qu'il faut qu'on soit d'accord pour dire que c'est pas le plus grand junior Alaphilippe de l'histoire. Sur que notamment sur la dernière saison, il a été vraiment impressionnant. Là, cette année, il essaie de courir de manière plus intelligente, plus à l'économie que d'habitude, parce qu'il sait qu'il a peut-être pas le même coffre que l'année dernière. Et puis, il a aussi surtout cette pression du maillot arc-en-ciel. Je sais pas pourquoi t'es mort de rire, Robin. Parce que Joseph t'avait demandé une réponse courte. Ah ouais, ça fait 2 minutes 30. Ah ouais, c'est Robert Pastore, Polo. T'avais dit une réponse C'est courte. tout net. Non, moi j'avais Tout lancé. net. Non, mais c'était intéressant, j'ai rien dit, moi j'appréciais, Je m'étais j'admirais. noté 4 points, j'arrivais à la fin de mon 4e. Non mais voilà, je veux dire, Alaphilippe pour terminer, est certes en moins bonne forme que les années passées, mais on peut pas dire que c'est un printemps par ici. C'est un très beau printemps pour Julien Alaphilippe. Voilà, un très beau printemps pour Polo, très beau printemps pour Polo. Moi, je suis un peu plus mitigé. Honnêtement, Beau printemps ou printemps correct. Printemps bien. Moi, si je suis professeur aujourd'hui, je donne 13 sur 20 à Julien Alaphilippe pour son printemps. C'est-à-dire un élève excellent, Mais 15. excellent d'habitude, qui fait là un printemps correct. Tu peux pas lui donner tout à fait les compliments.
il a fait le minimum syndical parce que tu es obligé de le juger par rapport à ce qu'il est capable de faire. On sent que tu as négocié les notes, Polo. Oui, 2015. Ouais, bah écoute, Parce que Polo, il avait des récompenses de ses parents quand il avait 15 et 13, il avait rien. c'est pour ça que j'en ai pas eu beaucoup. Non, mais donc, du coup, oui, on va rentrer un peu plus dans les détails maintenant qu'on sait que Polo est très, très gentil avec Julien Non, je suis pas gentil. Il faudra nuancer. Robin l'a déjà fait. Mais il fallait donner une réponse courte et j'ai donné une réponse courte. Je vois ça. Mais donc, par rapport à ses attentes, déjà, c'est la première question que j'ai envie de poser. Robin, est-ce que, selon toi, Julien Alaphilippe a rempli ses objectifs sur ses classiques? Ses objectifs, non. Non. Parce que l'objectif, c'était Liège. Ouais. Et Liège, il l'a pas remporté. Alors, ça se joue à rien. Ça se joue à un sprint où il est en tête à peut-être 30 mètres de l'arrivée et où il perd pour peut-être 40 cm. Mais il n'a pas gagné Liège-Bastogne-Liège. Et du coup, ça change complètement le bilan. Parce que je disais, voilà, ça mérite peut-être un 13 sur 20. Alors bon, ça fait très professoral de donner une note, mais c'était pour donner une petite échelle et avoir un ordre d'idée. Mais s'il gagne Liège-Bastogne-Liège, tu passes facilement d'un 13 à un 16-17. 18 18, ouais. On est toujours dans Franchement, on négocie franchement, oui. toujours le Oui, en bah, plus. c'est normal, c'est le dernier exercice. Donc, si tu rates le dernier exercice... Non, mais c'est- surtout en que plus, c'est le plus important. l'objectif. Voilà. C'était son objectif de ce printemps. Et voilà, et c'est en ça que moi je trouve que la saison le printemps de Jean-Philippe est bon. C'est que comme tu le dis, ça se joue à une demi-roue. Oui, mais pour Alaphilippe, on compte en victoire. Voilà. Quand tu es le champion du monde, que tu es autant dominateur depuis 3 ans dans le peloton, pour moi, Mais on compte tu pas vois, les deuxièmes places, on on compte pas pouvait- les j'ai été acteur, on compte les On victoires. pouvait être déçu, notamment avant cette semaine et la Flèche Wallonne. Là, pour le coup, le bilan était très mitigé. Tu sauves ton bilan. L'Amstel, sauves ton printemps avec la Flèche. L'Amstel, qui est une course que t'aimes, tu es trop juste, même si dans le Coberg, tu accroches Pidcock, après dans la relance, tu es trop juste. Le Tour des Flandres, qui est quand même une course à laquelle il nous a prouvé qu'il pouvait la remporter l'an passé, même si une moto et les écarts chelous de Julien en ont décidé autrement. Il joue le jeu de son coéquipier, mais il le joue parce que il a été fort, il lui mais il manquait gagne par pas. rapport à Van Aert et à Van Der Poel, Van Aert aussi, mais surtout face à Van Der Poel et Kaspersen, il lui manquait quelque chose. Et à chaque course, il lui a manqué quelque chose. À Milan-San Remo, il lui a manqué la giclette qu'il a eue pour s'esseler avec Van Aert comme il a pu le faire l'année d'avant, ou pour même s'esseler avec Kwiatkowski, avec Sagan, ou pareil quand il la remporte en 2019. L'Estrade Bianche, il lui manque ce peps pour suivre. Et donc on est d'accord, Maxime Van Der pourquoi tu Poel. lui mets 15 Mais parce que à chaque fois, il lui manque un et surtout il gagne. Il gagne à Tirreno, il fait un super tour de la Provence aussi, et surtout il gagne la Flèche. Non, mais super Paul, tour tu de la vas Provence, gagner la attends, Flèche, il est un chez lui. super tour de la Provence, Ouais, mais sérieusement, c'est important. il gagne pas l'étape. Non, mais je vois qu'en fait, je suis en train de voir ce qui se passe. Face c'est que Paul- il est Tour de la Provence. face à Ivan Sosa et face à Egan Bernal, il les tient sur le chalet Renard. D'accord, mais Et évidemment qu'il est moins bon qu'il y a 2 ou 3 ans, le bilan. Mais ça reste un excellent bilan, c'est ça que je veux dire. Avec cette victoire à la Flèche, avec ses performances où il est acteur partout, sur toutes les courses auxquelles il a participé, il a ce maillot de champion du monde. Il y a cette pression. On la connaît, la malédiction du maillot de champion du monde. Non, mais Parce tu qu'il vois, faut tu penses rappeler qu'elle notamment la existe saison de- vraiment, ça? Tu Est-ce- crois vraiment? est-ce Tu qu'il- penses bien que c'est sûr, ça elle qui existait- fait elle qu'il n'a existait pas pour les tout le monde. 2-3% Je pour sais la pas, malédiction, non. la malédiction, non, mais Il y a la une pression, et oui. puis il y a La aussi- pression, elle il y a aussi des facteurs extrasportifs avec la paternité qui arrive, etc. On est dans une Tu saison. connais ça, Polo? Hein Tu connais? Bah ouais, mais ça. Rigole pas, parce que le premier à qui ça va arriver, ce sera toi, je pense. C'est pas sûr. Donc, oh là, attention. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de facteurs extrasportifs qui font que, oui, évidemment, il n'a pas la forme qu'il a eu ces dernières saisons. Mais il fait un très bon printemps, voilà, il faut se le dire. Et un printemps qui va lui donner de la confiance pour la suite. Tu es d'accord avec moi que et tu es ses obligé grands de le objectifs. juger par rapport au fait qu'il est Julien Alaphilippe. Tu peux pas juger son printemps comme si c'était un coureur, entre guillemets, normal. Si David Gaudu, on en parlait tout à l'heure, fait le même printemps, donc David Gaudu, il a une victoire au Pays Basque qui est encore plus belle que la victoire d'Alaphilippe à Tirreno. Admettons, moi je trouve, admettons... Il bat Van Der Poel et il bat Van Aert. Moi, je trouve que la victoire de Gaudu est plus belle. Oui, Bon, bref. En tout vrai, cas, moi on va aussi, dire mais c'est juste pour t'embêter dans deux ce belles débat. victoires en World Tour sur des courses par étapes. Admettons que Gaudu claque la flèche. Et tu te dis franchement, printemps et podium à Liège. Printemps exceptionnel de Gaudu. Mais déjà, même sans gagner la flèche, Gaudu fait un super printemps, une super campagne. Mais Alaphilippe, il n'a pas le même statut et tu es obligé de le juger avec ça. Et pourtant, lui, il s'en plaint un peu. Il a dit voilà, moi, je suis un peu fatigué De devoir gagner tous les week-ends. de voir qu'on attend de moi que je gagne tous les week-ends. Mais est-ce que effectivement, Il Paul, a créé c'est pas, ça. est-ce que Paul, c'est pas ce qu'on demande aux champions et aux hommes de cette catégorie-là, comme le sont Primoz Roglic, comme le sont aujourd'hui Van Der Poel, Van Aert. Est-ce qu'il n'a pas été effectivement fatigué? Et c'est là où le domaine d'être champion du monde rentre en ligne de mire.
effectivement, est-ce qu'il n'a pas eu mentalement il s'est dit, là j'en ai un peu marre et c'est peut-être ce qui lui a manqué de temps en temps. Mais moi, je pense que c'est dur. Julien a la pancarte depuis maintenant 3-4 ans sur toutes les courses auxquelles il participe. Tu lui rajoutes ce mode champion du monde, là, c'est plus une pancarte. Tu sais, on en parlait la dernière fois, mais c'est les gros encarts publicitaires que tu vois avec des pubs pour les avocats là, quand tu es aux États-Unis, là, sur les 4x3. sur les autoroutes, là, les 4x3. Genre, magnifique, si vous divorcez, appelez-moi, quoi. Tu vois, c'est exactement ça. Il me donne pas envie de l'appeler du tout. Ouais, de ouf. c'est Better Call Saul pour les gens qui connaissent la série. Et c'est dur, tu vois, c'est dur d'assumer ça. Et je trouve que d'avoir ce palmarès, d'assumer à chaque fois sur toutes les courses, les Ardennaises, les Flandriennes, les courses par étapes, même les courses par étapes, sur le Chalet Reynard, par exemple, on y revient, c'est pour ça que je trouve que l'exemple du Chalet Reynard est intéressant, c'est qu'on voulait lui demander de faire la course. Non, oui, pas de gagner. Enfin, pas de la gagner, mais on l'attendait là. Et c'est ça qui est terrible avec Julien Philippe. En tant que Français, on l'attend. On l'attend de le voir gagner en haute montagne. Et il répond. Il arrive à y être. Bon, sur Tirreno, c'est différent, mais sur Tirreno, il va claquer son étape. Une étape c'est pour ça qu'il aussi. ne fait pas un mauvais printemps. Mais regarde, on a là les stats de avec sa saison. Ce qu'on sait, moi, je trouve qu'avec tout ça, ce côté extra-sportif, cette pression du maillot de champion du monde, qui a assumé, à part peut-être Peter Sagan, mais du coup, tu vas me dire que Mats Pedersen, parce qu'il est champion du monde, parce qu'il doit être champion du monde, on doit accepter des résultats en baisse parce qu'il est champion du monde. Non, je Pour pense moi, ça pas. va dans l'autre sens. Mais je pense qu'il y a des éléments, des facteurs, des circonstances atténuantes, en plus de ce maillot, qui rajoutent une pression et une pancarte supplémentaire, qui font que... Les circonstances, il y en aura toujours. On doit se satisfaire, je pense, de ce bilan de Julien Philippe. Moi, je te parle pas des raisons pour lesquelles il a... Sur ce printemps. Je te parle pas des raisons pour lesquelles il a pas fait un meilleur printemps, parce que ça, on peut les trouver. Mais je te dis qu'il a pas fait un printemps incroyable. Ah mais non, mais évidemment. Et du coup, on avait les stats, si on peut on dit revoir. Est-ce que Julien Philippe a réussi le meilleur printemps de sa vie? Non, est-ce que Julien Philippe a réussi son vraiment printemps? réussi son Il faut prendre printemps. toutes les... Regarde, Polo, regarde les stats. 2 victoires cette année. Alors, 2019, ok, c'est à part. C'est une saison magnifique, c'était 20 sur 20 son printemps. Mais 9 victoires en 2019, 4 en 2018. Ça, c'était des printemps réussis. Vraiment réussis. Là, quand tu as 2 victoires comparées à 9 et même à 4, comment tu peux me dire que c'est un printemps vraiment réussi? Il est dans les autres de son printemps 2017 où il gagne, bon, un peu mieux quand même, où il avait gagné une étape de Paris-Nice. Là, il gagne la flèche. Ok, c'est super la flèche, mais il l'a déjà gagné 2 fois. Ça le fait pas rentrer dans une nouvelle dimension. C'est même pas une course nouvelle pour lui. Pour moi, tu peux pas juger que c'est un printemps vraiment réussi. C'est un printemps correct, mitigé, correct. Il y a un domaine sur lequel j'aimerais poser la question, c'est entre 2019 et 2021, il y a quand même, j'ai l'impression, une adversité qui est montée d'un cran. Est-ce que ça rentre pas en ligne de compte aussi sur la rotation? En vrai, quand on est un champion, ça doit pas rentrer en compte. Et voilà, si t'es le meilleur, tu dois battre le mec qui est derrière toi, etc. Par contre, la vérité, c'est que en 2019 et 2018, tu n'as pas Mathieu Van Der Poel, tu n'as pas encore Wout van Aert. Tu avais un Peter Sagan plus fort. Tu avais un Peter Sagan, oui, plus fort, mais qui n'est pas prime Sagan. Pas le prime Sagan. Peut-être, à la limite, peut-être 2018 si on veut vraiment chipoter. Tu avais Valverde plus fort sur les Ardennaises. Tu te bats contre Valverde. On est d'accord. T'avais un Fuglsang qui marchait sur l'eau, et puis là, Fuglsang. Mais tu vois, on parle de Fuglsang. Là, Van Aert et Van Der Poel, ils sont pas là sur Liège. La Philippe a déjà eu à faire face au Mathieu Van Der Poel qui est sur les Strade Bianche ou au Van Aert de Milan-San Remo ou il gagne pas San Remo Van Aert comme Roglic et Pogacar. C'est Stuyven qui gagne San Remo. Mais parce que il n'y a pas eu de différence dans le Poggio. Il n'y a pas eu de différence parce que déjà Alaphilippe n'a pas réussi à sortir Van Aert de sa roue et que derrière, bah voilà, derrière. Donc c'est bien qu'Alaphilippe était moins fort. Ça c'est pas ce qu'on, c'est pas exactement c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas que Van Aert qui est pas sorti de la roue d'Alaphilippe. Il y a Stuyven qui était encore là. Il y a du monde à San Remo. L'attaque d'Alaphilippe. Les Stuyven et les autres petits reviennent de derrière. Ils sont pas loin. C'est pas les attaques d'Alaf des années d'avant. Je peux pas dire qu'avec ce plateau de cette et de l'année dernière. Quand Alaphilippe doit arriver 2 années de suite avec Pogacar, bon pas 2 années pour Roglic, mais avec ce genre de coureur-là, et que de l'autre côté tu dois te taper des Van Der Poel ou des Wout van Aert sur les Flandriennes, c'est un enfer. Et c'est sûr que toi, tu dois la pancarte sur toutes ces courses. Je suis d'accord que déjà il y a le statut d'Alaphilippe qui a changé, qu'il est plus surveillé. Je suis d'accord qu'il y a une adversité qui est ultra féroce. La paternité, c'est important aussi. Mais ça, je pense qu'on s'en rend pas compte. Il faudra demander à Thomas Dufan qui est en régie. Mais pour moi, c'est normal de demander à un champion comme ça de gagner des courses. Et c'était le cas avec Peter Sagan. On attendait de Sagan qui gagne des monuments. Et on attend aujourd'hui de Van Aert et Van Der Poel la même chose que ce qu'on attend d'Alaphilippe. Et pour moi, les 3 ont un printemps mitigé. Ils ont tous les 3 des victoires. Ils ont tous les 3 étonnés sur certaines courses. On n'attendait pas Van Aert deuxième de Tirreno. On n'attendait pas Van Der Poel aussi fort sur les Strade Bianche. Mais aucun des 3 ne gagne un monument.
pour moi, il n'y a aucun des trois qui a vraiment réussi son printemps. Pourquoi Il y a un mois et ils n'en demi. gagnent pas? Il y a un mois et demi, on faisait une émission ici, on disait les trois sont-ils, vont-ils archi dominer les classiques ou alors sont-ils trop forts pour finalement aller gagner? Joseph a dit en début d'émission, ils ne gagnent pas un monument les trois, alors qu'ils étaient taillés pour ces monuments-là. Donc pour moi, à partir de là, je vois pas comment. Mais donc ça veut dire que l'analyse n'est pas que pour Alaphilippe, mais pour ces trois-là, les trois monstres du peloton, le printemps, il peut pas être complètement réussi. Pour Il est Van Aert, fortement quand même, mitigé. pour Van Aert, c'est différent parce que si on doit chercher l'homme des classiques, c'est peut-être Van Aert. Peut-être, mais pas l'homme en de ayant, cette saison. en ayant gagné 0 monument. Donc est-ce que c'est parce que tu es l'homme des classiques que tu as forcément extrêmement bien réussi? Tu peux être le meilleur de ta classe en ayant une moyenne de 13-14. Ça voudra dire que tu n'es pas un excellent élève, tu es simplement le meilleur parmi ceux qu'il y a. Peut-être que ça joue à la densité qu'il y a, et Paul a raison là-dessus. Il y a tellement de coureurs différents qui peuvent gagner. Et la densité, sur si un mois et demi, plus la densité est forte, si tu as la pancarte, tu peux pas tout gérer. Et ça s'éparpille. On se retrouve avec un Pogacar qui gagne un monument, un Stuyven un autre, un Asgreen un autre. Bien sûr. Et ces trois-là l'ont mérité. Ils étaient très forts. Asgreen, Pogacar, ils font un Tour des Flandres et un Liège monstrueux. Mais du coup, ils chippent les victoires. Van Aert, par exemple, perd San Remo parce que tout le monde le regarde. Exactement. Mais au final, tu sors du printemps, comme c'est arrivé à Sagan certaines années, sans victoire sur les monuments. Et quand tu es à Alaphilippe, Van Aert ou Van Der Poel, ça ne peut pas, pour moi, être un printemps vraiment réussi, puisque c'est le titre du débat. Donc on est d'accord que tel que je vous écoute, et vous êtes raison là-dessus, en tout cas au moins là-dessus, c'est qu'on peut juger Julien Alaphilippe sur le résultat de Liège-Bastogne-Liège ou comment il a couru Liège-Bastogne-Liège en tout cas. Parce qu'on ne peut pas forcément parler d'échec. C'est pas un échec, c'est pas un mauvais printemps. Voilà. C'est correct. Maintenant, quand on regarde les résultats de Julien Alaphilippe sur la doyenne, du coup, qui est son véritable objectif, notamment depuis 3 ans, on voit qu'en 2015, il avait terminé 2e, qu'en 2018, il avait terminé 4e, en 2020, il avait terminé 5e, et donc en 2021, il termine 2e à nouveau. En 2018, si Bob Jungels la gagne pas, je pense qu'il la gagne. Hein, donc, Ouais, mais ça, malheureusement, on peut pas le... Oui, d'accord, mais je voulais le placer quand même. Mais je suis relativement d'accord avec toi qu'il paraissait en forme. Et en 2015, s'il n'y a pas Valverde, il gagne aussi. Oui, aussi, ouais. Mais, et puis hier, s'il n'y a pas le vainqueur, il termine premier. Donc, voilà. Tout à fait. Pogacar. Ça va faire avancer le débat, ça. Voilà, exactement. Mais la question que je me pose, c'est si Liège-Bastogne-Liège est son véritable objectif, qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? C'est une véritable... La réussite. Rien, oui, je pense. il est dans le coup. Vous pensez vraiment que c'est que de la réussite? Parce que j'ai l'impression aussi que de temps en temps, il manque d'endurance, notamment on l'a vu sur certains monts, qu'il manque d'une pointe de vitesse supérieure aux autres. Après, c'est évidemment, c'est hyper exigeant ce que je dis. Mais dans son approche de la doyenne, Paul, est-ce que sa préparation est la bonne? Et je suis tatillon encore une fois, mais je me pose la question du pourquoi Liège lui échappe. Moi, je pense que c'est vraiment de la réussite. Bon, là, on regarde si je prends ces années-là, 2015, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire face à Valverde. 2018, c'est son coéquipier qui gagne. Je pense que si son coéquipier ne gagne pas, c'est lui qui règle tout le monde. 2020, il pensait carrément l'avoir gagné la course. Et 2021, ça se joue à une demi-roue. Donc c'est de la réussite. Avec ce nouveau format de Liège-Bastogne-Liège, tu ne peux plus compter que sur ton punch et sur ta capacité. Et d'ailleurs, c'est bien mieux. Et donc, du coup, tu vas avoir du mal à arriver seul à Liège, contrairement à ce que tu pouvais faire avant. Ce sera très difficile d'arriver. Voilà, il faut vraiment que ce soit très fort. Mais je pense que c'est compliqué d'arriver seul à Liège maintenant, aujourd'hui. Le problème, c'est que voilà, il faut un peu de tout. Et à chaque fois, 2020, 2021, 2020, il est à 2 doigts de la rampe, mais vraiment à 2 doigts. Je pense que c'est de la réussite. Et je ne vois pas, à part peut-être améliorer sa pointe de vitesse. Encore, sa pointe de vitesse est excellente. Oui, il va vite. Non, moi, je pense que c'est comme un Peter Sagan sur Milan-San Remo, qui a tellement tourné autour et on se dit pourquoi il ne l'a pas déjà accroché. Franchement, au bout d'un moment, c'est un peu de malchance. C'est un peu de réussite, voilà. tout simplement. Et je pense qu'Alaphilippe finira par la claquer. Et ça se trouve, malheureusement. Il peut aussi avoir de la malchance pendant encore 5 ans. Peter Sagan, c'est que voilà, il ne faut pas non plus. Ça peut ne jamais venir, en effet, mais je pense que plus tu seras dans le coup pour la gagne de nombreuses fois, plus tu vas augmenter tes chances de la claquer une fois. Et simplement, Alaphilippe, c'est pas non plus un monstre. Il a été dans le coup pour jouer la gagne 3 fois. Et 3 fois, il n'a pas réussi. Mais c'est pas une science exacte, c'est pas parce que tu vas être dans le coup 2 fois que forcément il y en a une qui va se convertir en victoire. Voilà. En tout cas, il faut qu'il continue à viser cette course parce que c'est le monument qui lui correspond mieux avec San Remo, mais San Remo il a déjà gagné. Et voilà, j'ai très envie qu'Alaphilippe gagne Liège, ça compléterait entre guillemets son palmarès. Après, s'il réussit à aller chercher autre chose,
ce sera pour moi du bonus. Mais s'il manque Liège à son palmarès en fin de carrière, ce sera un gros manquement. Surtout pour lui. Donc, il faut qu'il continue de s'y atteler et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans le coup pour jouer la gagne l'année prochaine et celle d'après et celle d'après. Et au bout d'un moment, il finira par, je pense, la claquer. Il faut juste pas que ça devienne une obsession trop forte et qu'il se mette à stresser à ce propos en mode à chaque fois qu'il arrive dans le final de Liège, il pense à tous les échecs qu'il a eus. On en est à 3 maintenant, entre guillemets. Voilà, non mais par contre en termes de fraîcheur mentale, est-ce que c'est la bonne décision par exemple de viser aussi un peu le Tour des Flandres quand tu vas chercher Liège-Bastogne-Liège? Moi je pense pas. Honnêtement, tu crois que dans le sprint là, la demi-roue qui perd sur Pogacar, tu crois que c'est parce qu'il a disputé le Tour des Flandres? J'ai l'impression, comme l'a dit Paul tout à l'heure, qu'il manquait de jambes par exemple dans la Côte des Forges, qu'il manquait de jambes. Ça je suis d'accord, il était pas bien placé. Est-ce que c'était que du placement? Je trouvais qu'il manquait un peu de fraîcheur physique et aussi un peu mentale. Cette année il en manque, mais par contre il arrive à la pédale avec les meilleurs et il perd Liège-Bastogne-Liège d'une demi-roue. Et il gagne la flèche 4 jours avant, super fort. L'année d'avant, il perd. Mais la flèche, c'est différent. Je trouve que c'est vraiment son profil, c'est le meilleur puncher du monde. Non, mais surtout... Moi, je parle de fraîcheur et d'endurance. Mais là, tu vois, l'endurance, c'est typiquement ce qu'il faut sur Liège. Et quand tu fais le Tour des Flandres, le fait rêver, mais j'ai l'impression que c'est un peu incompatible avec son calendrier qui est déjà ultra chargé. Déjà sur le Tour des Flandres, il était léger. Je pense que c'est globalement sur cette année-là, pour X ou Y raison dont on a un peu parlé tout à l'heure, voilà, c'est un Julien Philippe un peu moins fort que 2020 ou 2019. Voilà, c'est le cas. Mais ça ne l'empêche pas encore d'être à la bagarre pour gagner Liège-Bastogne-Liège. Et encore une fois, c'est un peu de réussite. Évidemment, il a manqué de jus sur toute la séance classique, notamment sur certaines courses. Mais là, il arrive, il joue la bagarre, il lui manque ça pour gagner. Surtout, tu imagines ton bilan, la manière dont tu vois la chose, si cette demi-roue, elle est à son avantage, plutôt que... Voilà, si les 40 cm sont de l'autre côté. Donc voilà, il faut avoir un peu garder tout ce prisme-là. Et c'est-à-dire que Julien, exactement comme tu as, il y a une image dans Sagan un peu à San Remo. Il tourne autour. Attention à ce que ça ne devienne pas une course un peu chat noir pour lui. Il l'a largement dans les jambes. Il faut qu'il continue de toute façon à ne pas faire une trop grosse fixette, je pense, sur Liège. Tu vas pas... Ce qu'il ne fait pas. Voilà. Et tu vas pas te mettre dans la tête que la seule course qui compte, c'est Liège. Et ne pas courir des courses sur les pavés alors que tu adores ça. Alaphilippe, il aime le Tour des Flandres, mais qu'il aille courir le Tour des Flandres, qui nous régale sur le Tour des Flandres, sur la Flèche, sur l'Amstel, partout où il peut. Il y a tellement de courses qu'il doit gagner. En vrai, s'il gagne pas Liège, mais qu'il claque un Tour des Flandres, c'est magnifique aussi. Et puis l'Amstel, il a les jambes pour aller gagner cette course-là. Et pour l'instant, ça lui a toujours échappé. Donc moi, je pense qu'il doit continuer de voir les classiques comme un ensemble et d'essayer d'en gagner le plus possible et de prendre du plaisir. C'est honnêtement ça que j'ai envie de le voir faire. J'ai pas envie de le voir courir un Liège à l'économie, à compter chaque coup de pédale parce qu'il stresse et qu'il pense uniquement au sprint et à garder toute sa fraîcheur pour le sprint. Non, j'ai envie de le voir encore entreprenant, offensif, et ça finira par venir. Répondez à cette question dans les commentaires. On attend vos avis. Alaphilippe a-t-il vraiment réussi son printemps? Que les rouleurs mettent une note sur 20, comme si c'était des professeurs. Sachant que Paul, tu mets 15. C'est une bonne idée. Et moi, j'ai mis 13. Voilà. Moi, j'aurais jugé qu'un printemps vraiment réussi, c'était à partir de 15, justement. Ouais, mais je juge pas que le printemps d'Alaphilippe. C'est ça, je pense que tu m'as pas demandé, mais je pense que je mettrais un 15 aussi. Dit 15 tout à l'heure. Ah, je l'avais dit. Ok. Ouais. Je perds un peu la boule. Mais oui, non, je pense que globalement, au vu de ce qu'il a fait, au vu des contextes aussi, extra sportif, etc., je trouve qu'il s'en tire vraiment pas mal. Et qu'à partir de ce moment-là, qu'on peut dire que c'est un printemps réussi. Voilà, et on rappelle surtout qu'Alaphilippe continuera sa saison et qu'il fera notamment le Tour de France à partir du 26 juin. Mais on ne sait pas encore ce qu'il va faire comme tour de préparation. Par exemple, Roglic, lui, ne va faire que le Tour de France en vue de sa préparation. Il ne fera pas de course d'une semaine. Van Aert aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Les Jumbo. Côté Jumbo, ouais. D'accord, ok. On devrait le retrouver pour le Tour de France. Particulier, mais pourquoi pas. Écoute, c'est bizarre, mais écoute, on verra. On verra. On attend ça avec impatience. Tout à fait. Est-ce qu'il fera les Jeux aussi? C'est la bonne question. Comment tu fais pour le faire Tour de France et Jeux Olympiques? Ça va être un peu la même question que l'année dernière, Tour de France mondiaux. Ouais. Qu'il l'a réussi une fois. Il l'a réussi une fois. En tout cas, il en rêve. On a terminé avec ce débat Alaphilippe, les gars. Et donc, on va terminer l'émission avec des bonifs. C'est parti.
des bonifs, que dis-je, une bonif même, parce qu'un seul homme nous intéresse cette semaine et nous a intéressé, c'est Thibaut Pinot, qu'on a vu, on va le dire, à son désavantage cette semaine sur le Tour des Alpes, parce que pour recontextualiser, Thibaut Pinot se mettait sur le Tour des Alpes en disant, voilà, j'y vais, si je me sens bien, je ferai le Giro, et si je suis à 100%. La réalité, c'est qu'il ne l'a pas été, il a pris plusieurs fois des échappées, notamment la dernière, mais en gros, ce qu'il dit Robin, c'est qu'au bout de 150 km, il sent que son dos ne répond plus. C'est ça. En fait, il a pas mal quand il s'entraîne, mais quand il arrive en compétition, où dès qu'il passe la barre des 150-200 bornes, il peut... Voilà, où l'effort est différent. C'est pas un effort super linéaire parce que tu dois suivre des attaques, tu dois mettre des relances dans les virages. C'est complètement différent de l'entraînement, même si on fait des intensités à l'entraînement. Bah, ça lui fait mal au dos. Donc c'est inquiétant, même très inquiétant, parce que sa chute, c'était sur le Tour de France l'année dernière. C'est le 29 ou le 30 août, je sais plus. Donc c'était il y a 8 mois. Donc, 8 mois après, avec une coupure cet hiver, t'as encore mal au dos, alors que rien n'était cassé. Alors bon, j'ai oublié le nom de la blessure exacte. Je sais qu'il y a iliaque dedans. Voilà, fissure iliaque. Il y a un truc juste avant, donc je sais plus comment ça s'appelle. Donc en tout cas, le médecin de la FDJ qui s'appelle Jackie Maillot a parlé aux Parisiens en expliquant en gros qu'il aurait mieux fallu que Thibaut Pinot se casse quelque chose ce jour-là, parce que ça aurait eu le temps de réparer depuis. Et que là, en fait, c'est une blessure qui demande des soins, qui est compliquée à soigner, très compliquée. Qu'on comprend pas surtout. Bah, eux, ils la comprennent, ils savent ce que c'est. Ils disent 8 mois après, c'est c'est ce qu'ils disent. Là, je lisais une interview de Marc Madiot qui disait 8 mois après, ils en sont encore au stade du diagnostic, quoi. Oui, ils vont les faire repasser les tests. C'est ça qui est quand même incroyable. C'est que 8 mois plus tard, et là, ça pose la question, et j'irai pas sur ce terrain-là. On va alors envoyer Dr Strauss, hein. Ouais, c'est clair. Parce que là, dans le lard, parce que lui, il aurait réglé ça à sa manière. Thibaut Sabri Pinot. Mais là, par contre, cela dit, il y a une réelle question de diagnostic, ou comment, au bout de 8 mois, quelle que soit la blessure, comment, au bout de 8 mois, tu en es encore au stade du diagnostic pour un coureur qui te coûte 2 millions d'euros à l'année. Donc, tu sais, il y a aussi maintenant un contexte qui rentre en compte, c'est que Thibaut Pinot va faire une saison blanche, pas dans les genres de course, mais en tout cas dans ce qu'il va rapporter à son équipe, parce qu'il ne pèse sur aucune des courses qu'il fait. Là, c'est sûr, là, il va être encore en repos au moins jusqu'à je sais pas quand. Du coup, là, c'est on va se poser la question de est-ce que tu l'envoies sur le Tour de France, hein. C'est ça. Mais là, parce qu'il était prévu Gaudu démarre sur le Tour. Pinot va faire ni Giro ni Tour. Il a dit qu'à 99%, c'était sûr qu'il ne ferait pas le Tour de France. Et puis le roster Tour de France, quand tu vois la forme de David Gaudu, quand tu vois comment tu as snobé Arnaud Démare sur les dernières années pour mettre Thibaut Pinot en avant. Donc Pinot ne fera que la Vuelta. Pinot ne fera que la Vuelta. Et ça peut être bien, hein. Ça a été salvateur pour lui, notamment il y a 3 ans. 3 ans, je dis des bêtises, quand il gagne au lac de Covadonga et qui gagne 2 victoires et qui fait top 10. On verra, ça peut être pas mal. Mais là, ce qui est inquiétant surtout, c'est que pour l'instant, on est à des années-lumière, ne serait-ce que de savoir ce qu'il a comme blessure. Donc est-ce que, moi je suis quand même assez sceptique, en tout cas pour cette saison, on verra pour la suite. Mais c'est aussi un coureur qui prend de l'âge. Va pas falloir trop traîner pour trouver ce qu'il a. Il va surtout falloir que lui accepte de revenir à son meilleur niveau. Et ça, c'est des questions auxquelles il va falloir répondre. Et tant que lui aura mal, sachant que lui, finalement, on sait comment il fonctionne. C'est quand même quelqu'un d'assez fragile physiquement. On part de loin. On part de très très loin. Et c'est pas rassurant. C'est surtout que si la Groupama FDJ elle-même a du mal à comprendre, pour nous suiveurs, c'est du coup encore forcément plus difficile. Et on se dit, bah, globalement, on a un public qui est hyper compréhensif avec lui aussi. Oui, aussi, mais bon, là tu te dis, honnêtement, s'il a mal au dos et qu'il n'y arrive pas. Je lis quand même très peu de critiques sur Thibaut Pinot, tant mieux, mais. C'est que c'est un mec qui perd, que c'est un mec qui est tout le temps blessé, etc. Que c'est un mec qui a pas de mental. C'était il y a 3 ans, ça, depuis qu'il s'est blessé, franchement. Parce que là, il y a de la compassion pour lui. Il y a de la compassion parce que tu te dis, bon, déjà, c'est pas de sa faute. Il est tombé sur le Tour de France et il se prend un vélo dans le dos. Ensuite, lui, il n'est pas médecin. Lui, il suit ce qu'on lui dit. On lui dit fais ça, ça va aller mieux. Clair. Lui, il fait et puis au final, ça va pas mieux. Ce qui est incroyable, c'est qu'il ne sait pas. Il ne peut pas faire grand-chose. Mais oui, tu te dis, s'il a besoin de repos parce qu'il y a un truc qui est fissuré ou quoi, mettez-le au repos pendant 3 mois. De toute façon, comme a dit Polo, sa saison, elle a l'air quasiment déjà fichue. Faites en sorte qu'il ne fasse pas de vélo. Comme ça va se réparer. Et puis, il reviendra. Il va prendre 7 kilos, c'est pas grave. Et puis... Il fera, je sais pas, il élevera ses chèvres à la campagne. Geraint Thomas, il va s'occuper. 7 kilos par hiver, ça le gêne, jamais gêné. C'est aussi ça le problème. Mais j'ai envie de dire, laissez-lui du vrai repos plutôt que de vouloir le faire revenir à la compète, ici, là, et à chaque fois tu dis, ça va toujours pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une course contre la montre
en mode on va essayer du coup de le remettre en forme pour telle échéance qui sera la prochaine échéance, pardon. On va essayer de revoir le vrai Thibaut Pinot. Mais à chaque fois, c'est vraiment en mode on a l'impression que c'est une Formule 1 qu'il faut remettre en état. Laissez-lui du temps. Et après, une fois qu'il sera vraiment guéri, il reprendra l'entraînement, etc. Mais ça, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Même les médecins de la Groupama FDJ ne savent pas combien de temps ça va prendre, donc c'est la grosse inquiétude. Le problème, ça. Puis la paternité aussi. Ouais. Quand il a eu un petit agneau. Il y a eu non, mais je crois même que attends, il avait parlé en tout cas en interview au début d'année de la trentaine, qui lui avait fait un petit coup au moral. Et comme a dit Polo, maintenant il n'est pas tout jeune. Alors bon, on a Valverde qui claque des podiums de la flèche à 41 ans, mais là tu vas avoir 31 ans, tu fais une saison quasi blanche, tu vas vers tes 32 ans. Bon, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Est-ce que tu vas avoir envie de te remettre dedans? Pour la Groupama FDJ, c'est ça. Et un coureur à 2 millions, qu'est-ce que tu fais? Il est là jusqu'en 2023. Le problème, c'est que tout le monde est très compatissant avec lui, notamment dans son équipe. Le problème, c'est que d'un autre côté, il a un contrat déjà. Dans un modèle économique qui est quand même pas simple, etc. C'est quand même d'un coureur que tu payes 2 millions l'année. Évidemment, tu veux un peu tirer lui tirer un peu dessus, tu vois. Enfin, lui tirer dessus, le faire participer à des courses alors qu'il n'est pas à 100%. Oui, rien que ça, c'est un problème. C'est un peu trop sévère de lui tirer dessus quand même. Oui, voilà, exactement. Et le problème, c'est ça, c'est que d'un côté, tu as cette équipe qui est là, qui dit oui, il est encore blessé, on cherche et tout. Oui, tu veux rentabiliser ton investissement. Mais d'un côté, tu l'envoies sur un énorme programme du début de saison. Tu veux le préparer pour le Giro, mais tu le sais mieux que nous. Sinon, on le voit sur début de saison, on voit qu'il est à 70% de ce qu'il peut faire. Mais d'un autre côté, tu attends le Tour des Alpes. Une semaine et demie avant le Giro pour dire bah non, notre coureur il est pas assez prêt pour le Giro, mais ça fait 2 mois que tu sais que ton coureur il sera pas prêt pour le Giro, mais tu voulais quand même tirer sur la couenne pour le faire participer. C'est un vrai problème, mais c'est pas de leur faute parce que tu as aussi une économie derrière et un modèle économique, et dans le modèle économique de la Groupama FDJ, il faut que Thibaut Pinot soit minimum sur le Giro pour la résonance médiatique. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que la Groupama est complètement piégée aussi là-dedans, à un coureur qui l'a signé jusqu'en 2023 à 2 millions. Heureusement que David Gaudu arrive, mais Madouas ne fait pas. aussi fait une saison l'année dernière prolifique. Une belle saison. Il y a 2 coureurs qui montent, mais derrière Madouas ne fait pas la classique, la saison de printemps qu'il attendait. Forcément, lui-même est déçu. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui si tu es Marc Madiot? Est-ce que tu recrutes un coureur? Est-ce que tu demandes à Pinot de revoir son salaire à la baisse? Ou est-ce que tu attends l'année prochaine, sachant que c'est aujourd'hui que tu recrutes pour l'année prochaine? On sait que les contrats pour l'année prochaine se signent avant le Tour de France. Alors moi, je connais pas le budget de la Groupama FDJ. Et il n'y aura pas de ça revu à la baisse au moins jusqu'à 2023. Ouais, je pense pas. Honnêtement, tu as signé un coureur, s'il est blessé, bah tu t'es mis dedans. C'est ça. C'est comme dans tous les sports. Alors après, peut-être que Pinot va te dire sortir de nulle part. Bon, allez, moi, je suis OK pour diviser mon salaire par 2 parce que je cours pas de l'année. Mais bon, ce serait un geste de Pinot, mais c'est pas un truc que tu peux lui demander. Et puis tomber malade en entreprise, ça vaut pas une baisse de salaire. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Surtout que la Groupama FDJ est censée le remettre sur pied. Enfin, c'est leur job. Ouais. T'as un coureur blessé, tu fais en sorte qu'il aille mieux. Je veux dire, c'est pas de la faute de Pinot s'il a mal au dos. Oui, voilà. Et surtout que ce serait un piètre chef d'entreprise. Voilà. Ils ont peu respectueux du temps du travail. Personne malade, plus de salaire. Attends, tu te rends pas compte, tu mets l'entreprise en danger. Non, mais du coup, si tu as le budget pour recruter un autre leader, fais-toi plaisir. Mais je suis pas sûr que l'argent tombe des arbres à la Groupama FDJ et que tu puisses mettre 2 millions sur un autre leader parce que Pinot, lui, est pas apte. Donc, tu dois miser sur les autres coureurs que tu as. Heureusement, comme dit Polo, on a un David Gaudu qui, là, monte en puissance. Mais ça te met aussi dans l'obligation, en gros, d'avoir énormément d'attentes sur David Gaudu. Ouais, mais ça alors que normalement, il n'est pas censé porter l'équipe. La pilule Thibaut Pinot, tu vois, on leur met peut-être moins de pression là-dessus aussi. Mais ça t'en met tellement beaucoup sur Gaudu, d'autres choses, qui aussi, heureusement. Parce que là, sur un Liège, sur ce week-end, tu peux parler de Gaudu qui fait 3 de Liège plutôt que de parler de Pinot. Donc heureusement, en effet, que tu peux avoir des nouvelles un peu plus positives. Mais compliqué. En tout cas, pour moi, la solution, c'est pas de chercher à arrêter le contrat de Pinot ou baisser son salaire ou de tout mettre en œuvre pour que les autres prennent la lumière et qu'on oublie que Pinot ne va pas bien. C'est de remettre Pinot sur pied, mais en lui donnant du temps, parce que là, cette course contre la montre qui veut dire chaque mois, on essaye de le mettre ensemble pour le mois prochain. Ça ne marche pas. Alors que tu sais pertinemment qu'il n'est pas en forme. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça que je dis que... Si tu lui laisses du temps, la Vuelta, c'est en août. Si tu lui dis vraiment, vas-y, va chez toi 2 mois, ne fais pas de vélo, répare-toi, et qu'il vient, il te claque la Vuelta, c'est bon, l'erreur, elle est réparée. C'est clair. Mais tu as tout dit.
Bon voilà, tout est dit Bravo, les gars, on a bravo. fait le tour de cette bonif. On va pouvoir terminer l'émission sur un petit quiz, sur un petit qui suis-je, tout Un petit qui simplement. suis-je, vas-y. Un petit qui suis-je. Attends, Ça préviens-nous vous va combien on en a au début, comme On ça en a Paul il qu'un sait seul. On en a combien on qu'un en seul fait. C'est Ça carré. change rien, je vais le gagner quand même. Qu'il y en ait 1 ou 12. On va voir. On va voir. J'ai révisé en plus. Non, pas du tout. Merci, ça va. Jamais Moi, j'ai fait que ça tout le week-end. Ouais. Ça m'étonnerait pas. Qui suis-je, les gars? Je suis un coureur né en 1994, donc aujourd'hui j'ai 26 ans et je fais encore partie du peloton World Tour. Et il va sur ses 27 du coup. Est-ce qu'il va sur ses 27? Il va sur ses C'est 27, bon, c'est exactement, bon. parce que c'est pas obligatoire. Le compte est bon. Il aurait pu être né avant le 26 avril. Tu viens de me dire Il qu'il avait n'aurait pas 26 ans. 26 ans alors. Alors, non, Il serait pas de 94 du coup. bah si, Bah non. Enfin bref, on s'en fout. on s'en fout, mais vraiment, on s'en fout sérieusement. Je suis passé notamment chez la Trek Segafredo Frigo, oh, putain, en 2017 et j'y ai passé 2 ans avant de signer à la Katusha Alpecin. Je me gourde dans les sponsors tellement ils changent tous. À la Trek Segafredo, j'ai notamment été champion national sur route. Une victoire importante qui peut vous aider. J'ai gagné sur le Tour d'Italie 2020 et j'ai remporté le classement de la montagne. Mais attends. Le classement de la montagne Attends, D'accord. il est chez Katusha Il est passé chez Il Katusha. est chez IF maintenant, c'est Guerrero Ruben Guerrero, bravo. Bravo. Félicitations. Pas simple, hein. Non. Pas simple, Pas effectivement. simple. Mais la victoire sur le Giro 2020, c'était Bah un ouais. bon indice, c'était C'est assez récent. incroyable, j'ai zéro souvenir du Giro 2020. Ah, Ouais, Roccaraso, c'est le frère de Cédric. Ouais, bravo. Attends, Ouais, ils ça- étaient deux les frères J'avais Carasso. tenté- Comment il s'appelait tenté l'autre l'émission. Je sais Ouais. plus, frère. Il était éclaté. On dit Johan Carasso en régie, mais je sais pas Il y quoi. avait deux frères Carasso. Si, si, Johan. Si, si, Ah. Johan. Ah, c'est Johan, Tout à l'autre fait. Johan Ok. Johan, tout à fait. Bravo, Robin. Bravo, Donc, Robin. tu as Merci. gagné grâce à Ruben Guerrero. Je voulais pas dire portugais, sinon C'est Polo vrai. allait trouver tout Ruben de suite. Guerrero Il qui est a signé- spécialiste des coureurs Ruben portugais. Guerrero qui a signé avec Jorge Mendes aussi, hein, comme Joao Almeida. Formé Ah, je Axion Bergen, l'équipe L'équipe d'Axel Merckx, qui avait roulé sur le Giro l'année dernière avec les Almeida, On pointe avec Cristiano alors. Bug et Gennard. Comment On pointe. non. De manière plus globale, ce sera intéressant de voir ce que Jorge Mendes va faire avec ses Ouais, coureurs. ce serait Lui, une- Les transferts Ce serait une belle- l'agent bien agressif du Ce serait une football. belle idée de débat que de parler des agents dans le cyclisme. Parce que Marc Madiot sur RMC, il n'y a pas longtemps, disait qu'ils ont été globalement mal accompagnés, qu'aujourd'hui ça arrivait, que c'était bien, mais que ça avait ses effets négatifs aussi. Mais ce serait Bien sûr. très très Tu payes un intéressant. peu plus cher maintenant qu'il y a les agents. Bah oui, forcément. Merci mon Robin, Merci à toi, Joseph. merci mon Polo. Merci Joseph. Et puis on se retrouve très vite. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux pour la suite. Ciao les rouleurs, bisous.